Il y a environ 30 ans, un événement m'a fait découvrir qu'une entité était attachée à moi. Je l'appelais le sans-visage. J'ai un démon qui me suit depuis des mois. Je pensais que j'étais en train de faire une dépression nerveuse quand je n'ai pas pu dormir pendant une semaine entière. Je suis allé à l'hôpital et ils m'ont injecté ce qu'ils appellent un cocktail pour que je m'endorme. Pourtant, je n'ai toujours pas dormi pendant 2 jours supplémentaires, jusqu'à ce que je parle à une femme au téléphone. Je ne sais pas si c'était Dieu ou autre chose, mais cette nuit-là, j'ai enfin réussi à dormir. J'ai consulté un psychologue pendant des mois et je me sentais mieux. Je prenais aussi des médicaments contre l'anxiété parce que j'avais l'impression que ma peau me démangeait partout sur le corps. Mon psychologue m'a dit que tout allait bien et que je n'avais rien de grave, alors j'étais soulagé et j'ai arrêté la thérapie. Mais l'année suivante, à peu près à la même période, des choses étranges ont recommencé à se produire, et c'est toujours autour de Noël. Les lumières se mettent à clignoter, les détecteurs de fumée à pile se déclenchent sans raison, et les couvertures sur le lit se déplacent toutes seules. Les bras et les jambes de ma copine bougent également, ce qui m'a complètement effrayé. À cette époque, je n'étais pas du tout religieux, mais je croyais au paranormal. Je me suis dit que je devenais fou, alors je n'ai rien dit à ma copine. Le chien s'est mis à aboyer soudainement dans le couloir, et nous avons commencé à trouver des abeilles qui sortaient du plafond. Je les ai tuées et j'ai continué ma journée. Le lendemain matin, ma copine partait travailler et, avant de quitter la maison, elle a senti une main se poser sur son épaule, suivie d'un grognement profond, comme un animal. Elle a immédiatement pensé que c'était notre chien, alors elle l'a cherché, mais il n'était nulle part. Elle a pris peur et s'est enfuie de la maison. Nous avons fini par casser notre bail et déménager chez sa mère. Mais même aujourd'hui, cela continue de me perturber. Les couvertures bougent, il y a des ombres, et je ressens des sensations de picotement sur mon corps, surtout au niveau des pieds. Je suis devenu croyant maintenant et je cherche l'aide de Dieu, mais je voudrais juste que tout s'arrête. Je regrette de ne pas avoir grandi dans une famille religieuse, car j'aurais pu apprendre à chasser ces choses. Je ne sais pas quoi faire et c'est vraiment agaçant, car ça se produit littéralement toutes les nuits. J'aurais aimé avoir quelqu'un comme ton grand-père pour m'apprendre quoi faire. Ne prends pas à la légère les enseignements de ta famille, car je ne souhaiterais cela à personne. Cela fait des années que je vis avec ce problème, et d'autres personnes ont même vu des choses se déplacer toutes seules, comme un oreiller sur le lit alors que personne n'était dessus. L'histoire de ma famille commence avec mon père, un homme aujourd'hui âgé de 63 ans, qui a vécu des expériences étranges dès son enfance. Lorsqu'il était jeune, il se souvenait de nuits où, allongé dans son lit, une présence féminine venait flotter au-dessus de lui. Au début, elle était belle, presque envoûtante, et d'une voix douce, elle le suppliait de la suivre. Mais à mesure que les nuits passaient, son apparence se détériorait, devenant de plus en plus hideuse. Malgré son visage de plus en plus monstrueux, son message restait le même, elle voulait qu'il parte avec elle. Avec le temps, alors qu'il grandissait, s'occupait de ses études et trouvait des distractions dans la vie quotidienne, ses apparitions se sont faites plus rares. Cependant, cette expérience marqua profondément mon père et resta gravée dans sa mémoire, comme un écho du passé. Des années plus tard, lorsque mes frères et moi étions encore des bébés, les manifestations paranormales firent leur retour, mais cette fois-ci, elles semblaient s'intéresser à nous. Ma sœur aînée, âgée de 6 ans à l'époque, jouait avec moi et mon frère jumeau quand elle aperçut quelque chose d'étrange, des orbes lumineux flottaient autour de nous. Intriguée, elle appela notre père pour qu'il vienne voir, mais à son arrivée, les orbes avaient disparu, comme si elle ne voulait pas être découverte. Cela n'était que le début d'une série d'événements inexpliqués qui allaient marquer notre famille pendant des années. À l'adolescence, la situation devint encore plus étrange, surtout pour moi. Nous avions déménagé dans une autre maison et j'avais enfin ma propre chambre. Pourtant, malgré cette intimité, les nuits étaient souvent perturbées par une présence invisible. Régulièrement, je sentais une pression sur mon lit, comme si quelqu'un s'asseyait à côté de moi. Parfois, je pouvais sentir une main se poser délicatement sur mon épaule. Une sensation de malaise m'envahissait alors, accompagnée d'un murmure insistant dans l'air, bien que je ne puisse pas distinguer clairement les mots. En plus de cela, une silhouette sombre se tenait souvent dans un coin de la pièce, toujours présente mais jamais complètement visible.
Ces apparitions, bien que troublantes, faisaient partie de mon quotidien nocturne, et je m'étais presque habitué à leur présence silencieuse. Après avoir quitté la maison familiale, je suis parti vivre dans un autre état. Cependant, mon frère jumeau est resté avec nos parents dans une nouvelle maison. Malheureusement, ces phénomènes ne nous avaient pas quittés. Ils semblaient même s'intensifier autour de lui. Dans cette nouvelle demeure, les chiens refusaient de s'aventurer dans un certain couloir, comme si quelque chose d'invisible les tenait à l'écart. L'un des chiens pleurait fréquemment pendant la nuit, sans raison apparente. Des coups résonnaient souvent contre la fenêtre de la chambre de mon frère, tandis que des bruits de pas lourds se faisaient entendre dans le grenier ou dans le couloir, bien qu'aucune autre âme vivante n'y soit présente. Mon frère jumeau, encore plus sensible que moi à ces phénomènes, ressentait constamment cette présence étrange, qui semblait toujours proche de lui. Il l'apercevait non seulement dans la maison, mais aussi dans des endroits inattendus comme la voiture, où il pouvait sentir un souffle froid près de lui. Cette entité semblait jouer avec lui, s'immisçant dans son quotidien avec une familiarité dérangeante. Il avait même l'impression qu'elle s'asseyait sur son lit, comme pour rappeler sa présence, mais sans jamais se montrer clairement. Un jour, il finit par lui demander depuis combien de temps elle le suivait. La réponse fut troublante, cette entité affirma être là depuis que nous étions bébés. Mon frère est convaincu qu'il s'agit d'au moins deux esprits distincts. L'un semble être la présence principale, celle qui nous accompagne depuis notre enfance. Cet esprit paraît s'intéresser à notre famille depuis des décennies, comme une force silencieuse mais omniprésente, qui nous observe sans relâche. La deuxième entité, bien que moins présente, semble tout aussi troublante, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette histoire. Pour mon frère, ces présences ne sont pas seulement des esprits errants, elles sont des témoins silencieux de nos vies, toujours à l'affût, toujours là, comme si elles avaient un lien inexplicable avec notre famille, traversant le temps et l'espace pour rester près de nous. Chaque génération de notre famille semble être touchée par ces apparitions, comme si nous étions condamnés à vivre sous l'ombre de ces entités mystérieuses. Je suis maman de 4 enfants et, au fil du temps, j'ai vécu plusieurs expériences étranges. Mais celle-ci se démarque. Nous étions censés nous arrêter à 3 enfants. Quand j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte, j'ai été choqué. Nous avions pris toutes les précautions, sauf la vasectomie. Quoi qu'il en soit, dès ce jour, j'ai ressenti une présence constante, accompagnée d'une douce odeur sucrée. Pendant ma grossesse, nous avons déménagé. J'ai emballé un vieux jeu de cartes de tarot, dont certaines manquaient et n'ont jamais été retrouvées. En arrivant dans la nouvelle maison, après avoir tout déballé et être installé, la porte de la chambre de l'une de mes filles s'est ouverte toute seule. En allant la refermer, j'ai remarqué l'une des cartes de tarot disparue au sol. Je ne me souviens plus de la carte exacte, mais elle annonçait un grand changement à venir. C'était un peu inquiétant. En faisant le ménage, je voyais constamment une ombre du coin de l'œil, toujours présente. Et peu importe combien de fois je fermais la porte de la chambre de ma fille, elle s'ouvrait sans cesse. Mais malgré ces événements étranges, je n'ai jamais eu peur. Le jour de l'accouchement, j'ai failli mourir, et juste après la naissance de ma fille, j'ai senti une main toucher la mienne. Pourtant, il n'y avait personne dans la pièce à ce moment-là, à part moi et le bébé. Après cela, les choses se sont calmées pendant un certain temps. 1 ou 2 mois plus tard, j'ai commencé à entendre des coups à la porte d'entrée et une voix amicale disant bonjour comme si quelqu'un cherchait à savoir si nous étions là. Mais à chaque fois que j'allais voir, il n'y avait personne. Ensuite, j'ai commencé à entendre le même bonjour venant de la cuisine, mais uniquement quand j'étais seul à la maison avec le bébé. Aujourd'hui, ma fille a un peu plus d'1 an. Une de ses activités préférées est de s'asseoir dans sa chambre en tapant des mains et en riant, tout en fixant un mur, comme si elle jouait avec quelqu'un. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais elle semble avoir un ami invisible. Ni elle ni moi ne nous sentons menacés d'une quelconque manière. Quant à la carte de tarot qui annonçait de grands changements, il est intéressant de noter que j'ai vécu toute ma vie dans la même région pendant 31 ans, et maintenant, nous avons soudainement décidé de partir pour un tout autre état. J'ai toujours cru que les chiens protègent les humains dans le monde matériel, tandis que les chats nous protègent dans le monde spirituel. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière m'a convaincu, sans aucun doute,
que les chats ont la capacité de nous protéger des entités et des choses que nous ne pouvons pas voir. J'avais passé la journée dehors, à un événement public, puis dans un bar local en soirée. J'avais bu quelques bières au cours de la journée. Je sais que l'alcool abaisse notre vibration et notre champ énergétique, ce qui rend plus facile pour les entités de s'attacher à nous, et quelque part, durant cette journée, j'ai dû capter une entité. Je soupçonne que cela s'est produit dans le bar en soirée, en attendant ma commande à emporter. C'est un endroit fréquenté par des habitués alcooliques, et je pense que des entités peuvent traîner là-bas en permanence pour s'attacher et drainer l'énergie des gens sans méfiance. En rentrant chez moi, je me suis installé sur le canapé après avoir mangé. J'ai pris un de mes 2 chats et l'ai tenu sur le dos contre ma poitrine. Pendant environ 5 secondes, elle restait calme dans mes bras, puis soudain, elle a fixé mon visage, ses yeux suivant une ligne à environ 30 cm devant moi. Elle a ensuite commencé à agiter ses pattes en l'air, comme si elle essayait de chasser quelque chose que je ne pouvais pas voir. Ses yeux suivaient ensuite la chose jusqu'au sol, et elle a voulu que je la pose. Je l'ai donc déposée au sol, et elle a commencé à sauter d'un endroit à l'autre, frappant dans le vide et bondissant comme si elle chassait quelque chose. Elle a suivi ce « quelque chose » dans la pièce d'à accent grave côté. Je me suis levé et l'ai suivi discrètement, et il était évident qu'elle traquait et attaquait quelque chose qui se déplaçait très lentement sur le sol. Je ne voyais rien, mais il était clair que mon chat percevait quelque chose, ce comportement n'était pas du tout habituel pour elle. L'entité, ou quoi que ce soit que mon chat suivait, a dû s'enfoncer à travers le sol jusqu'au garage en dessous, car elle s'est mise à gratter un endroit précis sur le sol pendant environ 15 secondes, puis s'est redressée, comme si ce qui était là avait disparu. Elle est restée assise à cet endroit pendant quelques minutes, regardant autour d'elle, avant de revenir calmement au salon. C'était assez impressionnant à observer. D'après ce que j'ai vu, je ne peux que conclure qu'une entité spirituelle s'était attachée à moi à un moment de la journée, et que l'énergie de mon chat, lorsque je l'ai tenu contre ma poitrine, a perturbé l'entité et l'a forcé à se détacher de moi. Mon chat l'a ensuite poursuivi jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. Il n'y a aucune autre explication qui me semble logique pour ce qui s'est passé. Quelque chose m'a suivi jusqu'à la maison. Je suis allé au parc avec mes amis puisque c'était le dernier jour de l'été. J'allais entrer en seconde, je me souvenais que le lendemain était la rentrée des classes. Je me réveillais toutes les heures, pile à l'heure. Jusqu'à 3 heures du matin, quand j'ai vu quelque chose assis sur ma chaise de bureau. J'ai pensé que c'était ma mère. Ça lui ressemblait. Il faisait sombre et je ne voyais pas très bien avec ma myopie de -2,20. J'ai cru que ma mère était dans ma chambre, et qu'elle s'était disputée avec mon père. La chaise était à environ 1 mètre de mon lit, et je l'appelais « Maman, ça va ». J'ai commencé à bouger mes pieds et à me redresser. À ce moment-là, cette chose s'est levée. Elle était grande, avec le dos voûté. Elle ressemblait à une cape d'ombre, un peu comme un guillissuit. Ensuite, elle m'a sauté dessus et j'ai commencé à crier pour appeler ma mère. Elle m'a couvert la bouche, et je ne pouvais plus bouger mon corps. J'étais raide comme une planche. J'ai commencé à prier. J'ai récité un verset du Coran, et ça m'a lâché. J'ai allumé la lumière et je me suis retrouvé dans le coin de la chambre, terrifié. Je suis resté dans ce coin pendant 45 minutes. Il faisait un froid glacial dans la pièce. J'ai ouvert la porte et je suis allé aux toilettes. Ma mère m'a vu en sortant. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a dit « Tu es toujours avec tes bêtises. Va te coucher, demain c'est la rentrée, tu crois être malin à essayer de l'éviter. » J'étais sidéré. J'ai dormi sur le canapé pendant 3 mois. Cette chambre est restée froide jusqu'au jour où, fou de rage, j'ai dit à ce qu'il y avait là « Je veux que tu partes. » Quand je suis rentré, la chambre était chaude. J'ai dormi avec une veilleuse jusqu'à mes 23 ans. Je n'invente rien. Ma mère ne m'a jamais cru. Quand elle est décédée, j'ai raconté tout ça à mon père, et lui, il m'a cru. Il m'a dit que je n'étais pas du genre à inventer des histoires. Il m'a alors raconté des expériences qu'il avait vécues étant jeune. Il avait vu des choses chez lui. Des ombres sombres dans le sous-sol. Des bruits de course à travers les murs. Des armoires à pharmacie qui s'ouvraient et claquaient toutes seules. Des entités qui se faufilaient sous les portes. Mon père m'a dit,
il y a des choses dans ce monde que tu vivras et qui n'auront aucun sens. Mais tu ne dois pas avoir peur, c'est ton esprit qui te fait peur. C'est l'un des hommes les plus forts que je connaisse. À 18 ans, alors que je vivais encore chez mes parents, j'ai vécu une hantise terrifiante qui a duré plusieurs mois. Mon expérience pourrait servir d'avertissement à tous ceux qui seraient assez imprudents pour s'aventurer dans l'occulte sans se protéger correctement. Pour replacer un peu le contexte, c'était en février, au milieu d'un hiver canadien glacial et sombre. Je traversais une période compliquée, entre 2 sessions à l'université, en train de changer de programme, ce qui me laissait 4 mois de libre sans rien à faire. Je venais aussi de rompre avec ma petite amie, qui souffrait de troubles borderline. La relation avait été très toxique et abusive. Quand j'ai essayé de la quitter après 6 mois de relation, elle a tenté de mettre fin à ses jours. Elle a été cliniquement morte 2 fois à l'hôpital, mais a miraculeusement survécu après plusieurs semaines dans le coma. Cette expérience m'a laissé traumatisé, rempli de colère et d'amertume. J'étais épuisé mentalement, ayant tout donné pour cette relation, seulement pour en ressortir vidé de toute énergie positive. Cette période de ma vie était donc marquée par des émotions sombres et négatives. C'est à ce moment-là que je me suis plongé dans l'occulte. J'étais encore sceptique, mais déterminé à prouver à moi-même que tout cela était réel. J'ai lu les clés de Salomon, fait des recherches sur des démons, des cas célèbres, des incantations et l'occulte en général. Une nuit, après m'être particulièrement concentré sur Salomon, j'ai demandé à voix haute dans ma chambre qu'on me prouve que tout cela était vrai. Je ne plaisante pas quand je dis que l'activité a commencé cette même nuit. J'ai éteint la lumière, me suis glissé sous les couvertures. J'ai alors ressenti un poids au pied de mon lit, comme si quelqu'un s'était assis. J'étais secoué, mais j'essayais de me convaincre que je m'imaginais des choses, trop absorbé par mes lectures. Mais à partir de ce moment, les choses ont empiré. J'ai commencé à entendre des chuchotements dans ma chambre, comme si 2 personnes murmuraient entre elles. Mon chien, qui dormait toujours avec moi, se réveillait, effrayé, dès que j'éteignais la lumière, et quittait ma chambre en grognant. Tout commençait toujours de la même manière, le poids sur mon lit, puis les chuchotements, ensuite des objets qui tombaient de mes étagères sans raison. Si je mettais un oreiller sur mes oreilles pour ne plus entendre, je le sentais se soulever, comme si une main invisible le retirait de ma tête. J'ai fini par dormir avec des bouchons d'oreilles. Je pouvais entendre des grattements dans mon matelas et sentir mon lit vibrer légèrement. Un jour, mon ventilateur a été renversé au sol, et tout a culminé lorsque les portes de mon placard se sont violemment ouvertes en pleine nuit. Chaque nuit, je ressentais cette énergie oppressive, une sensation que quelque chose de mauvais allait se produire, et puis, d'un coup, bang. J'étais terrorisé à l'idée de dormir, et cette énergie oppressante devenait palpable dès que la nuit tombait. J'avais l'impression que les entités que j'avais invitées cherchaient à me terroriser et à se nourrir de moi. Je n'avais jamais vécu de paralysie du sommeil, sauf une fois, après un rêve où je voyais un prêtre possédé se tenir sur mon lit, les mains enchaînées au plafond, en train de hurler. J'essayais de le combattre, et j'ai vu l'esprit quitter son corps pour venir vers moi. Je me suis retrouvé paralysé contre les portes de mon placard, sentant cette entité tenter de s'infiltrer en moi. J'ai réussi à me réveiller, mais j'étais figé, incapable de bouger, avant de finalement briser la paralysie. Cette hantise a duré des mois, et malgré mes tentatives pour purifier ma chambre, rien ne fonctionnait. J'étais terrifié à l'idée que ces entités me suivent lorsque j'ai quitté la maison de mes parents, mais heureusement, elles ne l'ont pas fait. Depuis, je me méfie énormément de tout ce qui touche à l'occulte. Mon conseil est simple, soyez prudent. Ne vous engagez pas dans des pratiques occultes sans savoir ce que vous faites. Il est facile d'ouvrir des portes que vous ne savez pas comment refermer. Lorsque nous avons visité ce qui allait devenir notre future maison, l'atmosphère y était tout à fait normale. Aucun signe de quoi que ce soit de surnaturel. Après notre emménagement, j'ai commencé à entendre mon mari rentrer du travail, seulement pour me rendre compte que la maison était vide. Après un an de cela, mon mari a lentement commencé à devenir une personne malheureuse et colérique. Pendant 8 ans, j'ai essayé de tout rationaliser. Au fil de ces années, j'ai vécu plusieurs événements qui m'ont causé une grande détresse émotionnelle. Je voyais un psychiatre pour m'assurer que je ne souffrais pas de psychose.
Lui-même catholique, il m'a conseillé de faire bénir la maison. J'étais gêné de le faire car je n'étais pas allé à la messe ni à confession depuis des années. Des objets bénis et sacrés disparaissaient pendant 3 jours pour réapparaître dans des endroits évidents, et j'ai même vu une figure noire, sans pigments, à 4 pattes avec les articulations tordues dans le mauvais sens. Mon mari passait la plupart de son temps dans la 3e chambre, plus petite, qu'il avait transformée en bureau. Après quelques années, cette pièce commençait à me donner la chair de poule. Je sais qu'il existe sûrement une explication rationnelle pour ce que je ressentais, pour tout cela, mais ce que je vais raconter maintenant me met mal à l'aise. J'ai béni la maison avec de l'eau bénite, et j'ai même trompé mon mari pour qu'il en boive. Je ne m'attendais pas vraiment à des résultats, car une partie de moi se disait que j'étais simplement folle, donc pourquoi quoi que ce soit changerait. Nous nous apprêtions à aller chez le médecin parce que j'avais une bronchite sévère qui ne voulait pas disparaître. Nous montons dans la voiture et il commence à se comporter de manière très étrange, ses pensées étaient totalement irrationnelles et effrayantes. J'ai insisté pour qu'il me ramène à la maison, j'étais terrifié de rester dans la voiture avec lui. Son comportement ressemblait à celui d'un agresseur typique, mais il y avait une autre couche, subtile et sinistre, que je ressentais. Ses yeux semblaient différents. Il m'a agressé physiquement 1 ou 2 mois plus tard. Il n'a plus le droit de revenir chez nous. Maintenant, voici un point important. Je sais qu'il est naturel de ressentir un soulagement après avoir quitté un agresseur. Pendant que je vivais ici, j'avais développé des routines pour minimiser les risques de vivre des événements surnaturels, je dormais avec la télévision allumée, je refusais de passer l'aspirateur ou de faire la vaisselle quand j'étais seul. Quoi qu'il en soit, depuis qu'il est parti, la maison semble normale. Il n'y a plus cette énergie malveillante sous-jacente. Je dors sans la télévision allumée. J'ai remarqué des animaux qui s'amusent dans mon jardin. Un matin, alors que je fumais ma cigarette, un oiseau est même venu près de moi, et je jure devant Dieu qu'il s'est laissé caresser. J'essayais de retrouver du travail depuis 4 ans et, 2 jours après son départ, j'ai décroché un emploi. Ma chance a littéralement décuplé, c'est comme si sa présence interférait avec moi, même à un niveau spirituel. Pourtant, sa famille est très religieuse, des baptistes, mais bien qu'il prétende être chrétien, il refusait fermement d'être baptisé, sans jamais donner de raison précise. Quand je mentionnais le baptême, il avait parfois cet air fou dans les yeux. Je pensais que, s'il se passait quelque chose, c'était une manifestation de ma misère. Pendant notre mariage, j'ai eu des périodes de malchance terribles, presque insensées. Depuis son départ, tout s'améliore logiquement, mais cela semble plus profond. Je ne réfléchis pas trop à ce genre de délire, mais cela me préoccupe et me fait douter de ma santé mentale. Je ne considère pas mon mari comme maléfique. J'ai plutôt l'impression qu'un parasite, qui aspire la joie, est attaché à lui. En 2006, ma mère est partie en voyage d'affaires pour une nuit, et elle est revenue avec quelque chose d'inquiétant. Mes parents étaient en plein divorce, ce qui rendait notre maison propice à attirer quelque chose qui pourrait se nourrir de nos énergies négatives. Le matin de son retour, elle nous racontait les choses étranges qui s'étaient passées dans sa chambre d'hôtel. Elle venait tout juste de dire que la télévision s'était allumée toute seule quand, soudain, notre chaîne stéréo s'est mise à jouer à plein volume. Nous nous sommes tous figés, choqués, et nous nous sommes regardés sans savoir quoi faire. Mon frère s'est finalement levé pour l'éteindre. Nous avons immédiatement cessé d'en parler et avons continué notre journée. Pendant les 4 années qui ont suivi, nous avons tous vécu des événements étranges, mais ils étaient toujours assez petits pour que nous puissions les ignorer ou les attribuer à d'autres causes. Tout a changé en 2010, lorsque ma mère a emménagé dans une nouvelle maison qui venait tout juste d'être construite. Dès le début, nous avons tous remarqué à quel point la maison semblait sombre. Même pendant les journées ensoleillées d'été, l'intérieur paraissait toujours terne et lugubre. Les phénomènes étranges ont d'abord commencé avec mon frère. Sa chambre se trouvait à l'avant de la maison, juste à côté du salon que nous utilisions comme salle d'ordinateur. Il disait à ma mère et à ma sœur qu'il se réveillait tôt le matin en entendant quelqu'un taper sur l'ordinateur. Quand il se levait pour vérifier, l'écran était allumé, mais il n'y avait personne devant l'ordinateur. Une nuit, il s'est réveillé à nouveau au son du clavier. En allant vérifier, il a vu que l'écran était encore allumé, mais cette fois, la chaise tournait lentement sur elle-même, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. Le lendemain matin,
quand il a raconté ça à ma mère, elle lui a dit que ce devait être un rêve, et qu'il devait simplement l'ignorer s'il se réveillait à nouveau à cause de ça. Il a suivi ses conseils, et pendant un certain temps, l'ordinateur ne s'est plus allumé la nuit. Mais cela a recommencé quelques mois plus tard, et cette fois, c'était accompagné de quelque chose d'encore plus troublant. C'est là que mon frère a vu une apparition. Il m'a raconté des années plus tard qu'il avait vu, ou plutôt cru voir, que c'était moi qui me tenais dans l'embrasure de sa porte une nuit. Il m'a dit qu'il avait ouvert les yeux, m'avait vu debout, et lui avait dit de retourner dormir. Mais lorsqu'il a rouvert les yeux, il m'a vu accroupi près de son lit, à hauteur de son visage, le fixant. Il s'est rapidement redressé, a frotté ses yeux pour dissiper le sommeil, et a regardé autour de lui pour se rendre compte qu'il était seul. Il est allé jusqu'à ma chambre et m'a vu dormir profondément dans mon lit. Ce soir-là, il a quitté la maison et n'est plus jamais resté au-delà de 20 heures. Après que l'entité ait fait fuir mon frère, elle s'est attaquée à ma sœur. Elle se souvient d'avoir vécu des expériences similaires, elle voyait mon frère ou moi accroupi à côté de son lit ou dans l'embrasure de sa porte, et elle entendait des placards de la cuisine s'ouvrir et se fermer. Un matin, elle s'est réveillée et a trouvé un paquet d'Oreos ouvert sur le comptoir, avec tous les biscuits écrasés en miettes. Elle avait passé la nuit seule à la maison, donc il n'y avait aucune explication à cela. Ces événements ne l'ont cependant pas effrayée, et à part quelques occurrences étranges, elle n'a rien vécu de plus troublant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre des choses étranges. J'avais 10 ans à l'époque, et je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec mon frère et ma sœur, ils ne voulaient pas me faire peur. Pour moi, tout a commencé par des apparitions d'ombres dans le couloir plusieurs fois par jour, et les placards de la cuisine étaient toujours ouverts, même si personne n'y avait touché. Puis, une nuit, je l'ai vu. C'était une nuit d'école normale, et je lisais un livre dans le lit de ma mère. Sa chambre avait une salle de bain attenante avec 2 lavabos et 2 grands miroirs ronds qui faisaient face à la porte reliant les 2 pièces. Son lit faisait face à cette porte. Alors que je lisais, j'ai soudain eu l'envie irrésistible de lever les yeux et de regarder dans le miroir de droite. Ce que j'y ai vu me hante encore aujourd'hui. D'abord, j'ai pensé que c'était mon frère, donc j'ai détourné le regard. Mais ensuite, je me suis rappelé que mon frère était parti une demi-heure plus tôt. Mes yeux sont remontés vers le miroir, et j'ai bien regardé ce qui me fixait dans le reflet. C'était grand, avec une tignasse échevelée sur la tête. Sa peau était grise, et son visage n'avait presque pas de traits. Il n'y avait pas de nez, et à la place des yeux, il y avait 2 trous noirs béants. Ses lèvres étaient absentes, laissant place à un autre trou noir. Je suis resté là, à le fixer pendant quelques secondes, et même sans yeux, je savais qu'il me regardait droit dans les yeux. J'ai hurlé et je me suis enfoui sous les couvertures, suppliant ma mère dans un accès de terreur. Elle est venue en courant, m'a retiré les couvertures et m'a demandé ce qui s'était passé. En tremblant, je lui ai raconté ce que j'avais vu, et je me souviens avoir vu la peur dans ses yeux lorsqu'elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule vers la salle de bain. Pour me rassurer, elle m'a dit qu'il était courant que les miroirs jouent des tours aux gens et que j'avais probablement imaginé tout cela à cause du livre que je lisais. Nous avons déménagé quelques mois après cet incident, et je n'ai plus jamais vécu quelque chose de similaire depuis. À ce jour, je ne sais toujours pas qui ou quoi nous tourmentait pendant l'année où nous avons vécu dans cette maison, et peut-être que je ne le saurai jamais. Depuis environ 6 mois, je suis en plein processus d'éveil. Grâce à la méditation, à la pleine conscience et à mes recherches, j'ai acquis une compréhension de base du fonctionnement de l'univers. Les 7 principes hermétiques ont constitué le fondement de mes recherches, et la méthode EMI 5 a été la pierre angulaire de ma croissance spirituelle. J'ai toujours été fasciné par l'occulte. Dans ma jeunesse, j'ai consulté quelques voyants, lu mon horoscope et cru à un certain concept de monde spirituel, mais toujours avec précaution en raison de mon éducation protestante. En grandissant, j'ai constaté que le christianisme évangélique fonctionnait dans le sens où je me sentais pris en charge spirituellement, mais comme par un maître d'école, constamment rappelé à mes défauts. En tant qu'homme gay, je me détestais pour mon attirance envers les hommes, au point de sombrer dans une forme d'autodestruction. J'ai fini par m'éloigner de ce christianisme, tel que je le connaissais. Cependant, je sais qu'il y a une puissance dans la Bible, et je sais qu'il existe des forces supérieures qui nous influencent. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Je ne pouvais donc pas simplement éteindre ma conscience spirituelle.
J'ai suivi mon intuition et j'ai été mené à la méditation, en particulier à la méditation en écoutant des fréquences sonores conçues pour élever les vibrations et apaiser l'anxiété. J'ai été surpris de voir à quel point cela fonctionnait bien, et j'ai passé un mois à faire des recherches, découvrant les principes hermétiques et étant introduit à MI5 via le projet Gateway. Au cours des 2 derniers mois, j'ai commencé à prêter plus d'attention à ce qui se passait autour de moi, et j'ai eu plusieurs expériences personnelles avec ceux que je crois être des guides spirituels. Ils communiquent avec moi par des coïncidences qui se produisent après des séances de méditation réussies. Ces guides sont bienveillants et constants, et je crois qu'ils sont là pour une raison. Cependant, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai rencontré une entité malveillante chez moi. Ma belle-mère vivait avec nous depuis quelque temps, et nous avions des relations tendues. Les détails importent peu, mais nous nous évitions. Je n'aimais pas être près de sa chambre, car j'y sentais une énergie négative. Je pensais que c'était moi qui projetais mes problèmes sur cette énergie, en raison de mon incapacité à lui pardonner. Mais même après nous être pardonnés mutuellement et avoir voulu tourner la page, nous n'y parvenions pas. Il y a 3 jours, j'ai trouvé une planche de Ouija faite maison dans la chambre de ma belle-fille. Je n'y ai pas prêté grande attention, mais j'ai ressenti le besoin d'en parler à mon mari ce matin. Il était d'accord qu'il n'aimait pas ça, mais avait choisi de ne pas le prendre au sérieux. Plus tard dans la journée, la mère de ma belle-fille est venue la déposer et nous a dit de faire attention, car elle avait trouvé une autre planche de Ouija chez elle, et sa fille cadette avait commencé à faire des cauchemars où un démon la poursuivait, accompagné de somnambulisme. J'ai eu des frissons. J'ai instantanément su qu'une entité malveillante était présente chez nous. J'ai compris que cette entité influençait mes sentiments envers ma belle-mère. Étrangement, il y avait des jours où je ne pensais pas à elle du tout, et je me sentais en paix, pour ensuite la voir déprimée. Puis, d'autres jours, je ne pouvais m'empêcher de ruminer à quel point je ne l'aimais pas, et elle, pendant ce temps, était de bonne humeur. Ma théorie est que l'entité passait de l'un à l'autre, se nourrissant de notre énergie comme un parasite. Mon mari a brûlé de la sauge dans toute la maison pendant que ma belle-mère et moi disions à ceux qui étaient là de partir. C'est là que je l'ai ressenti. Des frissons, une sorte de pression statique me faisant face. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit de partir, que sa présence n'était pas la bienvenue ici. Ma belle-mère m'a appelé dans sa chambre, et je pouvais sentir que l'entité y avait été depuis un certain temps. Elle se nourrissait de son énergie. Les murs semblaient imprégnés de cette présence. Je lui ai ordonné de partir, sentant la pression se déplacer. Elle avait peur. Elles craignent les vivants quand elles sont découvertes. Je lui ai parlé comme si je grondais un enfant. Elle savait qu'elle devait partir. Ma belle-mère et moi avons eu des frissons en même temps, et me voilà en train de parler au plafond, tandis qu'elle me regardait avec une confiance totale. Nous nous sommes pris dans les bras pendant 1 minute entière après cela. Ma rancœur envers elle semble avoir disparu. L'énergie dans sa chambre est bien plus légère. Nous avons discuté avec ma belle-fille des planches de Ouija, et elle semble avoir pris la situation au sérieux. Je me sens plus fort, et plus sûr que jamais que le monde spirituel non seulement existe, mais influence subtilement nos vies au quotidien, à tel point que nous ne le réalisons pas à moins d'y être attentifs. Alors, ne laissez personne vous dire que cela n'existe pas. Je suis quelqu'un de très logique et analytique, et je sais ce que j'ai vécu aujourd'hui. Ne vous contentez pas de croire en cela, mes amis. Apprenez la nature de ce avec quoi vous êtes en train de traiter, et agissez si nécessaire. La dernière fois que j'ai réellement vécu une expérience paranormale, j'avais probablement 8 ans. Aujourd'hui, à 25 ans, je ne suis plus aussi sûr de ce que je vois ou entends. Voici mon histoire, et je suppose que je cherche simplement des avis à ce sujet. La maison dans laquelle je vis appartient à la famille de mon mari depuis quelques années. Elle est assez moderne, rien de l'époque victorienne ou quoi que ce soit du genre. Il y a quelques semaines, mon mari m'a confié qu'il entendait des bruits de pas distincts, tard la nuit, dans la cuisine et la chambre à coucher. En général, je m'endors assez tôt car notre fille de 2 ans, que j'appellerai Lucie, partage notre chambre pour le moment afin d'économiser de l'espace et de l'argent. Étant donné cela, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Au début, je pensais que mon mari plaisantait, et quelques semaines sont passées sans autre incident notable. Puis, un soir, alors que nous étions tous les 3 dans la chambre, Lucie s'est soudain levée du lit et a fixé la porte fermée de la chambre.
Elle a commencé à sourire et à rire, puis s'est mise à agiter la main en disant « Maman, regarde. C'est papa », alors que mon mari n'était même pas dans la pièce. C'était étrange, mais je voulais tellement croire qu'elle jouait simplement. Quelques heures plus tard, tout le monde dormait, sauf mon mari et moi. Je suis allé aux toilettes et, alors que j'étais assise, j'ai senti un puissant souffle d'odeur de cigarette. Personne dans la maison ne fume. La sensation était si soudaine et forte que j'ai rapidement fini et suis retourné dans la chambre pour dire à mon mari de venir sentir. Mais le temps qu'il se rende dans la cuisine et la salle de bain, 10 secondes à peine, l'odeur avait complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Mon mari m'a dit qu'il ne sentait que l'odeur de mon après-shampoing, et à ce moment-là, je crois qu'il commençait à penser que j'imaginais des choses. Nous sommes retournés dans la chambre et j'ai laissé la porte légèrement entr'ouverte pendant que je m'installais à mon ordinateur. À travers la porte, j'ai entendu et vu la poubelle électrique s'ouvrir et se fermer toute seule, bien qu'elle ait été complètement éteinte. Nous avons alors entendu des bruits de pas qui s'éloignaient, mais il n'y avait absolument personne. Je ne sais pas vraiment comment décrire les autres sensations que j'ai ressenties dans cette maison récemment. Sommes-nous en train de devenir fous ? J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Je ne sais pas ce que je vais faire. En ce qui me concerne, si c'était vraiment un fantôme. Tant qu'il n'est pas dangereux, je ne vois pas de problème. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était cette odeur nauséabonde et la force avec laquelle elle s'est manifestée, pour disparaître aussitôt, sans laisser de traces, lorsque j'ai voulu la montrer à mon mari. Je me demande si quelqu'un d'autre a vécu des expériences similaires, ou si quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ce qui se passe dans cette maison. Nous avons vu une femme de ménage qui a travaillé chez nous pendant environ 3 ans, elle est arrivée il y a 5 ans. Elle venait d'Éthiopie, un pays souvent considéré comme le berceau de l'humanité selon de nombreuses recherches. À cette époque, mon frère avait 17 ans, et j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement. Il devenait soudainement plus isolé. Au début, je me suis dit que c'était probablement une phase de croissance, un passage normal. Mais son état s'est rapidement aggravé, et j'ai commencé à suspecter qu'il pouvait être impliqué dans la consommation de drogue. Cependant, je n'ai trouvé aucun signe qui confirme mes soupçons. Il a même passé un test de dépistage de drogue, mais tout est revenu négatif. Puis, il a commencé à faire des malaises, avec des épisodes ressemblant à des crises d'épilepsie. Il a fait toutes sortes de tests médicaux, mais tout est revenu normal, comme s'il était en parfaite santé. Une nuit, j'ai entendu un cri provenant de sa chambre, un cri étrange, presque un gémissement, mais d'une nature totalement différente de tout ce que j'avais pu entendre auparavant. Cela m'a glacé le sang. Je suis entré dans sa chambre et je l'ai trouvé allongé sur le sol, en train de trembler. Mon premier réflexe a été de penser qu'il faisait une crise d'épilepsie, mais il ne se mordait pas la langue ni les dents. Puis, il a commencé à marmonner des mots étranges, avec une voix qui ne lui ressemblait pas du tout. J'ai essayé de le réveiller, et quand il a repris conscience, il a maudit la femme de ménage. Pourtant, elle ne travaillait plus pour nous depuis 2 ans. Ma famille, très religieuse, a commencé à penser qu'il avait été victime d'un sort. Je me suis laissé porter par cette idée, même si j'étais sceptique. Nous avons fait venir quelqu'un, recommandé par des personnes de confiance, qui se disaient experts en la matière. Cet homme a commencé à réciter des versets du Coran, le livre saint des musulmans, et a ordonné au démon de parler, sous peine de le brûler par le feu. Mon frère a effectivement commencé à parler, mais sa voix n'était pas la sienne. L'expert lui a demandé qui l'avait envoyé sur cette terre pour posséder mon frère, et la réponse a été un seul mot, le nom de la femme de ménage. Toute cette scène ressemblait à celle d'un film comme L'Exorciste, mais sans les effets exagérés, comme léviter au plafond. Je ne sais toujours pas quoi penser de tout cela. Comme je l'ai dit, j'ai toujours pensé que ce genre de choses était une pure invention. Mais à ce moment-là, sur place, je n'étais plus si sûr de rien. Tout ce qui m'importe désormais, c'est de guérir mon frère. Depuis que je suis enfant, ma mère m'a toujours dit que notre famille avait une histoire de personnes capables de voir des fantômes. Eh bien, je pense que j'ai hérité de cette capacité de manière un peu extrême, car depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose était attaché à moi. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant,
mais peu importe où je vivais, j'ai toujours été témoin de phénomènes paranormaux. Des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules, des portes qui claquent, des ombres de personnes que je voyais passer. Une fois, j'ai même décrit à mon beau-père à quoi ressemblait son père, alors qu'il était décédé bien avant ma naissance, et que je ne l'avais jamais vu. Maintenant que je suis adulte, rien de tout cela n'a changé. J'ai ma propre famille, et même mes enfants ont vu des choses étranges. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant, même les personnes qui nous rendent visite voient des choses. Par exemple, un jour, j'étais seul à la maison pendant que ma femme travaillait et que les enfants étaient à l'école. Je faisais des tâches ménagères, nettoyais un peu, et je jouais à des jeux vidéo une fois que tout était en ordre. Je suis allé à la cuisine pour prendre une boisson, et dans la chambre de mon fils, qui est située près de la cuisine, j'ai vu un petit garçon portant une salopette, simplement debout là. Il ne m'a pas regardé, n'a pas bougé, il était juste là, immobile. Je savais que c'était une entité parce qu'il portait des vêtements d'un autre temps, une chemise avec des boutons et une salopette, et il était littéralement gris. Lui, ses vêtements, tout en nuances de gris. Je n'y ai pas prêté beaucoup attention, car ce n'était pas la première fois que je voyais un esprit. J'ai pris ma boisson, et en repassant devant la chambre, il avait disparu. 2 jours plus tard, j'ai invité mon cousin et sa fiancée à dîner avec ma femme et moi. Tout s'est déroulé sans incident, jusqu'à ce qu'ils soient sur le point de partir. La fiancée de mon cousin m'a demandé où se trouvait la salle de bain, je lui ai donc indiqué qu'elle était juste à côté de la chambre de mon fils, qui n'était pas à la maison car nous avions demandé à ma mère de garder les enfants pour que nous puissions passer une soirée entre adultes. Elle est revenue de la salle de bain et m'a demandé calmement, « C'est qui le petit garçon assis sur le lit dans la chambre ? Je pensais que vos enfants n'étaient pas là. » Je lui ai répondu qu'il n'était effectivement pas à la maison. Son visage est devenu tout pâle, et elle est retournée dans la chambre pour ensuite revenir en courant dans la cuisine, disant que le garçon avait disparu. À ce moment-là, je n'avais encore parlé à personne, même pas à ma femme, de ce que j'avais vu 2 jours plus tôt. Mais la fiancée de mon cousin a décrit le petit garçon exactement comme je l'avais vu, les mêmes vêtements, la même apparence. Je leur ai alors raconté ce que j'avais vécu quelques jours auparavant. Autant dire que le dîner a été écourté. Une semaine après cet incident, je suis au lit avec ma femme et je commence à ressentir une sensation de brûlure dans le dos. Je demande à ma femme de vérifier, et elle me dit que j'ai 3 marques de griffures distinctes qui descendent le long de mon dos. Elles étaient rouges et très visibles, même sur ma peau d'Africain-Américain. Ce n'était pas la première fois que j'avais ces marques. En général, je me réveillais avec ces griffures, mais c'était la première fois que je ressentais cela en étant éveillé. Et cela m'est arrivé au moins 10 fois au fil des ans. Récemment, ma mère a passé environ 1 semaine à l'hôpital. Le jour de sa sortie, elle se sentait beaucoup mieux et se réjouissait à l'idée de rentrer chez elle. Cependant, environ 1 heure avant son départ, elle a soudain ressenti une violente douleur à l'estomac, comme si quelqu'un l'avait frappée, puis elle est devenue nauséeuse et extrêmement faible. Malgré cela, son médecin l'a tout de même autorisée à sortir, et nous l'avons amenée chez ma sœur et mon beau-frère pour qu'elle puisse se reposer. Une fois installée, elle ne pouvait que rester allongée sur le canapé, les yeux fermés. Après environ 1 heure, mon beau-frère et moi avons décidé de la monter à l'étage pour qu'elle se repose dans un vrai lit. Alors que nous la levions doucement pour l'aider à marcher, elle a soudain commencé à tomber en arrière, presque comme si quelqu'un l'avait poussée. Heureusement, mon beau-frère l'a rattrapée juste à temps, mais alors qu'il la stabilisait, j'ai vu une sorte de brume grise ou de fumée sortir de sa poitrine. La meilleure façon de la décrire est d'imaginer quelqu'un qui fume une pipe et qui expire de la fumée s'est doucement éloignée d'elle avant de disparaître. Sur le moment, j'étais complètement perplexe. Je savais que je n'avais pas imaginé cette scène, d'autant plus que personne dans la maison ne fume. Le lendemain, ma mère n'allait toujours pas beaucoup mieux, et nous ne comprenions pas pourquoi son état s'était soudainement aggravé. Je n'ai rien dit à ma famille au sujet de cette fumée parce que je pensais qu'ils me diraient que je l'avais imaginée. Cependant, après avoir réfléchi un moment, j'ai compris que ce que j'avais vu était probablement un parasite spirituel. Je ne pouvais pas croire que cela m'ait pris autant de temps pour le réaliser. Dans le domaine du paranormal, il est bien connu que de nombreux esprits traînent dans les hôpitaux et s'attachent non seulement aux patients, mais aussi à toute personne qui travaille ou visite ces lieux.
Une fois que j'ai fait le lien, j'ai raconté mon expérience à ma famille. Il s'est avéré que ma sœur avait également vu la fumée, mais elle n'avait rien dit, pensant que ses yeux lui jouaient des tours. J'ai donc décidé de faire une cérémonie de purification dans toute la maison, le garage, ainsi que les cours avant et arrière, en utilisant de la sauge blanche. J'ai ensuite libéré tout esprit qui pouvait encore traîner, en particulier autour de ma mère. Le lendemain, elle allait beaucoup mieux, et elle n'a cessé de s'améliorer de manière remarquable. Même les membres de la famille qui ne savaient rien de ce parasite spirituel ont fait des commentaires sur sa récupération rapide et surprenante. Je vous encourage à prendre cette histoire comme une mise en garde. Chaque fois que vous vous trouvez dans un hôpital, pour quelque raison que ce soit, pensez à la possibilité d'emmener avec vous un autostoppeur spirituel. Les symptômes peuvent varier, cela peut se manifester par de simples insomnies ou des oublis, ou bien être plus grave, comme un affaiblissement du système immunitaire qui vous rend plus vulnérable aux maladies. Prenez quelques minutes pour parler gentiment aux esprits en leur disant qu'ils ne peuvent pas vous suivre chez vous, qu'ils ont des proches, des animaux de compagnie, et des amis qui les attendent dans la lumière, et qu'ils doivent chercher cette lumière ou ces êtres aimés pour les guider vers leur véritable demeure. Même si cela fait un moment que vous avez visité un hôpital, il n'est jamais trop tard pour libérer un esprit qui pourrait encore être attaché à vous. Vous pourriez être agréablement surpris de voir un problème de longue date se résoudre après avoir fait cette démarche. Quand j'étais enfant, probablement vers 7 ou 8 ans, j'avais des cauchemars récurrents. Rien de spécial, n'est-ce pas? Tous les enfants en ont. Mais les miens étaient différents. Ils semblaient anormaux, comme si quelque chose n'allait pas. Les 2 cauchemars les plus fréquents impliquaient un homme étrange à la peau écailleuse et verte, portant un imperméable et un chapeau. Je ne voyais jamais son visage, juste un œil et un grand sourire inquiétant. Il venait dans ma chambre, me kidnappait de mon lit et m'emmenait au sous-sol, qui était beaucoup plus sombre que la normale, surtout une porte qui semblait être plongée dans une obscurité trop dense pour être naturelle. À ce moment-là, je n'avais pas encore compris ce détail, mais en grandissant, cela m'a frappé. Je me réveillais toujours avant d'entrer dans ce couloir obscur. Le deuxième cauchemar était similaire, sauf que cette fois-ci, c'était une énorme bête d'ombre avec des yeux rouges et des cornes qui me kidnappait. Encore une fois, ça se terminait de la même façon, juste avant d'entrer dans le couloir, je me réveillais. Dans ces 2 rêves, j'avais l'impression d'être piégé dans une sorte d'état de sommeil lucide, mêlé à de la paralysie du sommeil, mais sans aucun contrôle. Je ne pouvais ni bouger, ni crier, et je savais que j'étais seul dans la maison. Mes sens étaient également affectés, j'avais l'impression d'avoir du coton dans les oreilles, ce qui rendait l'atmosphère encore plus lourde, car je n'entendais presque rien, et ce silence pesant me terrifiait. Il y avait d'autres cauchemars où j'avais un peu plus de liberté. Par exemple, je pouvais quitter mon lit, ou bien je ne commençais pas directement dans ma chambre, et j'avais une capacité limitée de bouger, de parler, et d'entendre. L'un de ces cauchemars se terminait avec mes parents, dont les visages étaient étrangement déformés et disproportionnés, essayant de me tuer. Dans un autre rêve, je jouais à cache-cache avec des membres plus jeunes de ma famille. En cherchant sous un lit, pensant y trouver mon cousin, je tombais nez à nez avec un visage hideux qui me tirait sous le lit. Tous ces rêves avaient un point commun, une sensation écrasante d'oppression. Ils me laissaient un goût amer, et j'en étais venu à détester ma chambre, surtout la nuit ou lorsqu'il n'y avait pas de lumière. Même lorsque j'étais éveillé, j'avais toujours cette impression que je n'étais pas seul. Puis, un soir, tout a changé. Je me suis réveillé, ou du moins c'est ce que je pensais, mais je n'étais pas encore totalement conscient. J'étais à nouveau paralysé, incapable de bouger mes jambes ou de parler. Pourtant, cette fois, il y avait quelque chose de différent. Cette sensation oppressante, qui accompagnait toujours mes cauchemars, avait disparu. Je pouvais entendre la télévision et mes parents qui parlaient en bas. Mon esprit était clair, un état que je n'avais jamais connu dans mes cauchemars. Mais malgré tout, une mauvaise sensation persistait, et j'ai fini par me retourner pour faire face à l'autre mur. Une partie de moi regrette ce geste. Debout à côté de mon lit, il y avait un petit garçon, à peu près de mon âge, avec des cheveux noirs qui lui tombaient devant les yeux. Il semblait torse nu, ou du moins, sans chemise. Sa peau était d'une pâleur inquiétante. Lorsqu'il a légèrement levé la tête, j'ai pu voir ses yeux perçants me fixer à travers ses mèches de cheveux. Il avait l'air en colère, presque irrité,
comme si je n'étais pas censé le voir ou être éveillé à ce moment-là. Je ne sais toujours pas ce qui m'a poussé à agir ainsi, mais j'ai tendu le bras et je l'ai frappé. La pièce a semblé trembler, ou peut-être que c'était simplement moi. Ma vision s'est brouillée, comme si j'étais secoué à une vitesse folle. J'ai vaguement le souvenir d'un cri de colère émanant de lui, mais ce détail reste flou, car j'étais en train de glisser dans cet état de rêve oppressant que je connaissais si bien. Puis, soudainement, je me suis réveillé complètement. Seulement, je ne sais toujours pas si ce qui venait de se passer n'était qu'un rêve. Ça ne me semblait pas en être un. Après cet événement, mes cauchemars ont cessé. Ma chambre, autrefois étouffante, a cessé de me donner cette sensation de malaise, comme si je n'étais plus en danger d'y être seul. Ma mère, mon beau-père et moi vivons dans notre maison depuis environ 15 ans. J'ai 21 ans maintenant. Ma mère dit que j'ai une présence attachée à moi depuis que je suis bébé, et cela se tient, car il y a toujours eu une présence évidente dans la maison, particulièrement dans ma chambre. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé, tout comme les bruits, les choses que nous voyons du coin de l'œil, les objets qui se déplacent ou les sensations étranges que nous avons eues au fil des années. Mais ce matin, quelque chose de nouveau et d'effrayant s'est produit. Ma mère est partie au travail à 5h30, j'ai entendu sa voiture quitter l'allée. Puis, à 6h, le camion poubelle est passé et mon chien s'est mis à aboyer. Il était dans le salon, tandis que j'étais allongé dans mon lit, dans le couloir, attendant qu'il se calme. Puis, j'ai entendu une voix de femme appeler son nom, de manière claire et forte. Il continuait d'aboyer, et j'ai pensé que soit ma mère était encore à la maison, soit que j'avais mal entendu. J'avais presque laissé tomber l'affaire quand j'ai entendu à nouveau cette voix dire « Tais-toi ». Et cette fois, mon chien s'est effectivement calmé. J'ai envoyé un message à ma mère pour m'assurer qu'elle n'était pas à la maison, et elle m'a confirmé qu'elle était bien partie depuis 30 minutes, comme je le pensais. Je suis donc allé faire le tour de la maison, mais il n'y avait absolument personne. Cela ne pouvait être personne d'autre, personne ne serait venu à 6h du matin pour gronder mon chien et repartir. Quand ma mère m'a demandé ce qui s'était passé, je lui ai raconté, et elle m'a alors dit que, la semaine dernière, elle avait entendu une femme murmurer mon nom juste à côté de son oreille alors qu'elle dormait dans sa chambre. Elle s'était réveillée en sursaut, certaine d'avoir entendu cette voix, mais pensait devenir folle jusqu'à ce que je lui raconte ce que j'avais entendu ce matin. Nous avons comparé nos expériences et la voix était la même, celle d'une femme mature. Nous sommes presque certains qu'il ne peut pas s'agir d'un squatteur. Nous avons un vide sanitaire qui est impossible à atteindre sans faire tomber plusieurs choses de l'étagère qui en bloque l'accès, et notre grenier est tout aussi difficile d'accès, avec une porte lourde et bruyante. Ce que je me demande, c'est pourquoi cette entité, quelle qu'elle soit, a soudainement décidé de devenir vocale après plus d'une décennie dans cette maison sans qu'elle ne se manifeste de cette manière. Tout éclaircissement serait apprécié, car je suis vraiment terrifié. Dans notre culture amérindienne, nous croyons profondément en ces choses. Nous avons grandi en apprenant à respecter les morts et à les honorer. Ma grand-mère me racontait souvent des histoires que ses propres grands-parents lui avaient transmises. Naturellement, j'ai toujours été sensible aux phénomènes paranormaux. Enfant, nos parents nous répétaient sans cesse qu'il ne fallait pas jouer dehors la nuit. Nous croyions que c'était le moment où les esprits et d'autres choses sortaient. Ils disaient que jouer la nuit, c'était nous inviter à voir et à interagir avec eux. Ma grand-mère me disait que nous ne connaissons jamais leurs véritables intentions à notre égard, et qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Nous respectons leur espace, et en retour, ils respectent le nôtre. Mais, comme tout enfant, nous aimions tester les limites et nous faire peur. J'avais un peu de courage pour le faire à quelques reprises, jusqu'à ce que je tente une dernière fois. Ce jour-là, je me sentais nauséeux à certains endroits du terrain de jeu. Je bougeais, mais cette sensation revenait, comme si quelque chose me suivait. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'est devenu de plus en plus insupportable. Finalement, je suis parti, et j'ai dit à mon cousin que nous devrions vraiment écouter les conseils et ne plus jouer dehors la nuit. Une semaine plus tard, des choses étranges ont commencé à se produire. Je voyais des choses du coin de l'œil, je ressentais constamment l'impression d'être observé alors que personne n'était là. Des objets disparaissaient, puis réapparaissaient sans explication. J'ai tout de suite compris ce que j'avais fait.
J'avais fait une grosse erreur, c'est ce que je me disais. Mais en me souvenant de ce que ma grand-mère m'avait dit sur le fait de ne jamais connaître les intentions de ces esprits, j'ai essayé de ne pas trop y réfléchir. Les événements restaient sans danger, et je ne voulais pas les provoquer, mais en même temps, je ne voulais pas non plus blesser leurs sentiments s'ils ne voulaient pas faire de mal. Je sais, c'est étrange. Un soir, ma mère avait des amis chez nous. J'étais déjà couché. Je partageais ma chambre avec ma sœur, et elle détestait quand je laissais la porte ouverte, mais ce soir-là, ça ne la dérangeait pas. Dans notre maison, on entrait directement dans le salon et, en continuant tout droit, on arrivait au couloir qui menait aux chambres. La chambre de ma mère était au bout du couloir, donc elle devait passer devant ma chambre pour y aller. Ma mère et ses amis riaient fort, échangeaient des potins, comme elle le faisait souvent. Allongé dans mon lit, je regardais dans le couloir. Juste avant de m'endormir, j'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir. J'ai pensé que c'était ma mère qui allait probablement aux toilettes. Mais non, c'était une petite fille en robe rouge avec des rubans blancs dans les cheveux. Elle ne courait pas, elle sautillait en riant doucement. Je ne me suis pas trop inquiété. J'ai juste supposé que c'était la fille de l'une des amies de ma mère. J'ai attendu un moment et lui ai demandé ce qu'elle faisait. J'ai même plaisanté en disant qu'elle allait se faire gronder si elle entrait dans la chambre de ma mère. Finalement, je me suis levé pour aller voir, pensant qu'elle se cachait. Mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je me suis dit qu'elle avait peut-être réussi à retourner dans le salon sans que je la voie. Je suis donc allé dans le salon et j'ai demandé à ma mère à qui était la petite fille qui était dans sa chambre. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais fou. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas amené d'enfant avec eux. Je ne vais pas mentir, j'étais effrayé, mais en même temps soulagé. Elle ne m'avait pas fait de mal, mais cela m'avait tout de même rendu nerveux. Je pense qu'elle voulait simplement se montrer pour me rassurer qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Après cela, je l'ai vue tout au long de mon enfance. Elle aimait surtout cacher des objets. Je crois que son jeu préféré était de jouer à cache-cache. Elle m'effrayait souvent en courant devant moi, se précipitant dans une pièce tout en riant doucement, comme si elle trouvait ça drôle. La dernière fois que je l'ai vue, j'avais 18 ans. Je venais d'emménager chez la mère de mon petit ami. Je n'avais jamais parlé de cette petite fille à qui que ce soit. Cela faisait environ 3 ou 4 mois que je vivais là-bas. Un jour, ma belle-mère est venue me voir et m'a dit qu'elle espérait que je ne la prenais pas pour une folle, mais qu'elle avait vu une petite fille me suivre dans la maison de temps en temps. C'était comme si elle se cachait, mais voulait que je la voie. J'étais sans voix en entendant ce qu'elle me disait. Après cela, je n'ai plus jamais vu la petite fille, ni ressenti sa présence. Je suppose qu'en vieillissant, elle a dû penser que je ne voulais plus jouer avec elle. J'ai passé une grande partie de ma vie au Royaume-Uni, sans événements marquants. Une seule fois, j'ai envisagé la possibilité que le paranormal puisse faire partie de la réalité, car j'y ai été contraint. C'était en 1998, j'avais 16 ans. L'école venait de se terminer et j'ai fait un road trip avec des amis. Nous avons passé 4 jours dans une vieille maison de 200 ans, en bois branlant, au cœur de la campagne cornouaillaise. J'ai vécu des événements dans cette maison qui m'ont profondément secoué. Pendant et après ce road trip, j'ai ressenti une angoisse difficile à décrire, une sorte de vulnérabilité qu'on ressent face à une force malveillante. L'idée d'un ennemi qui n'est pas lié aux lois de la physique m'a toujours terrifié. Je n'ai pas l'intention de parler de cette maison ou des événements qui s'y sont déroulés pour l'instant, car je ne pense pas qu'ils soient liés à ma situation actuelle, du moins pas encore. Cependant, il me semblait important de préciser qu'un des signes distinctifs de cette expérience était l'odeur de mort et de décomposition qui accompagnait cette force malveillante. C'est une odeur sucrée, esséurante, impossible à confondre. Depuis ce voyage, cette odeur m'a toujours profondément troublé, même si je n'avais pas pensé à cette maison depuis des décennies. Avec le temps, on arrive à trouver des explications rationnelles à tout, même aux choses les plus invraisemblables, mais en ce moment, mon jardin dégage cette odeur. Je n'ose même plus y aller, et je veux vous dire pourquoi. Je vis en Australie occidentale avec ma femme et notre chien depuis près de 10 ans. Nous avons emménagé dans une nouvelle location au début du Covid, une vieille maison en bois avec un grand jardin et un garage rempli de bric-à-brac. La propriété a peut-être 70 ans. Pour ceux qui ne le savent pas,
l'Australie occidentale a été l'un des derniers endroits au monde à maintenir une politique de zéro Covid jusqu'à il y a quelques semaines. Alors que le reste du monde souffrait sous les restrictions, nous n'avions ni masque ni contraintes. La vie était presque normale, ce qui a attiré beaucoup de monde de tout le pays et même d'ailleurs. Le marché immobilier est devenu fou, et il est maintenant presque impossible de louer quoi que ce soit. Durant les premiers mois dans cette maison, il y a eu quelques événements étranges, qui bien qu'inquiétants, pouvaient à mes yeux avoir des explications rationnelles. Il y a un vieux téléphone beige à cadran mural dans notre cuisine, probablement pas connecté depuis au moins 30 ans. La première semaine, il a sonné au milieu de la nuit. Cela s'est produit 2 fois, et les 2 fois, j'ai décroché, le cœur battant, pour n'entendre que le silence. Pas de tonalité, rien. Parfois, nous étions réveillés par des bruits de coups étranges venant de l'intérieur des murs. Notre chien se mettait soudain à gémir, ses yeux suivant des objets invisibles qui semblaient se déplacer dans les pièces. Une fois, j'ai même vu le robinet d'eau chaude augmenter tout seul la température pendant que je me douchais, la poignée tournant lentement toute seule. J'ai mis tout cela sur le compte de l'âge de la maison, vieux câblage, vieille canalisation, car toute autre explication semblait absurde. Mais la semaine dernière, quelque chose s'est produit, et j'ai du mal à l'ignorer. Un matin, j'ai aperçu une forme grise sur la pelouse. En m'approchant, j'ai vu que c'était une colombe, morte, sans aucune trace de blessure. Pas même une fourmi dessus, donc elle ne devait pas être là depuis longtemps. Le plus étrange, c'est qu'il semblait qu'elle creusait un trou dans la pelouse avant de mourir. Je sais que les oiseaux picorent le sol, j'en vois souvent près de notre bain d'oiseaux, mais cette colombe était à moitié affalée sur un trou d'environ 20 cm de large et 10 cm de profondeur. J'ai creusé une petite tombe au fond du jardin et l'ai enterrée. Ma femme et moi sommes ensuite sortis déjeuner et faire des courses, nous sommes rentrés vers 18 h. Là, exactement au même endroit où j'avais trouvé la colombe, se trouvait un rat. Il creusait frénétiquement le même trou. Je m'en suis approché, mais il n'a pas réagi comme un rat normal, ne s'est pas enfui. Il s'est simplement retourné pour me regarder, puis a continué à creuser, comme si je ne représentais aucune menace. Ma première pensée a été que ce rat était empoisonné, ce qui rend souvent les animaux plus audacieux. J'ai aussi envisagé la possibilité d'un parasite. J'ai lu que les rongeurs peuvent être affectés par la toxoplasmose, ce qui les pousse à prendre des risques. Quoi qu'il en soit, ce rat n'agissait pas normalement, et vu la colombe, je ne pensais pas qu'il survivrait longtemps. Par pitié, je l'ai tué avec une pelle, puis je l'ai enterré à côté de la colombe. Plus tard dans la soirée, je suis sorti pour ramasser quelques verres laissés dehors. La lumière arrière met un moment à s'allumer. Quand elle l'a fait, j'ai failli sursauter. Juste devant la porte, à moins de 30 cm, se tenait un très gros rat. Il me fixait, immobile. J'ai crié de surprise, mais il n'a pas bougé. Je ne voulais vraiment pas tuer un autre animal ce jour-là, alors j'ai doucement contourné le rat pour aller chercher une boîte. Il n'a toujours pas bougé. J'ai mis la boîte par terre et utilisé un manche à balai pour le pousser. Dès que le balai l'a touché, il a sursauté et a sauté maladroitement dans la boîte. Je l'ai laissée ouverte au fond du jardin. Le lendemain matin, le rat était mort dans la boîte, sans blessure. Je l'ai enterré avec les autres. Le lendemain, rien d'inhabituel. Mais la vision du rat et ce trou étrange dans ma pelouse me perturbe encore. Le matin suivant, en regardant par la fenêtre arrière, j'ai vu un autre animal. Un grand rapace, un faucon, à peu près de la taille d'un chat. Il se tenait sur la pelouse, face à la maison, fixant les fenêtres. J'ai ouvert la porte, et après un moment, il a vacillé, comme s'il se réveillait, puis s'est envolé vers les arbres. Je n'ai pas revu ce faucon, mais l'odeur des animaux morts persiste dans le jardin. Ce trou me hante. Voir 2 animaux de différentes espèces creuser le même trou, c'est inexplicable. Je tente de rester rationnel et de ne plus y penser, et j'y étais presque arrivé. Mais la nuit dernière, je me suis réveillé en sueur, après avoir rêvé que je creusais frénétiquement avec mes mains. Une part de moi veut aller creuser dans ce trou, juste un peu, pour être sûr qu'il n'y a rien là-dessous. Mais une autre part me dit, et s'il y a vraiment quelque chose ? Est-ce que je veux vraiment le savoir ? De toute façon, je ne peux pas juste déménager comme ça.
J'ai vécu de nombreuses expériences paranormales depuis mon enfance, mais je vais commencer par celle-ci, car j'ai été physiquement attaqué. Je venais de terminer mes études universitaires en 2005 et je m'étais installé dans un ancien duplex à Minneapolis avec mon petit ami de l'époque, qui est maintenant mon ex-mari. Je suis très sensible, je capte l'énergie comme une éponge. Dès que je suis entré dans cette maison, j'ai su qu'il y avait un problème. À ce moment-là, je ne savais pas encore si l'énergie était active ou résiduelle. Finalement, c'était les deux. Je me souviens d'une nuit particulièrement marquante. Mon petit ami avait dû partir pour un mariage au Colorado, un ami de la famille, je n'avais pas été invité car nous étions ensemble depuis moins d'1 an. Je m'occupais de ranger des DVD, nous en avions beaucoup, principalement des films d'horreur. Je suis tombé sur The Grudge. Je détestais ce film. Je l'ai même dit à haute voix avant de le poser dans le salon. À la fin de mon tri, je voulais remettre The Grudge à sa place dans l'ordre alphabétique de nos DVD d'horreur. Mais il avait disparu. Il était littéralement à un pied de moi quand je l'avais posé. Je me suis mise à paniquer, réalisant que quelque chose jouait avec moi. J'ai cherché dans toute la maison pendant une bonne demi-heure. Devinez où il était. Sur l'étagère du haut dans le placard de la chambre. Le reste de la nuit a été horrible. Je n'ai pas fermé l'œil, sentant constamment une présence qui m'observait, avec une énergie lourde et oppressante. Le lendemain, j'ai décidé de partir pour l'appartement de mon petit ami, incapable de rester seul dans cette maison. Je n'y suis pas retourné avant son retour 2 jours plus tard. Avec le temps, les phénomènes étranges ont continué, notamment des objets qui se déplaçaient, ou la lumière du sous-sol qui s'allumait alors que nous l'avions éteinte. Rien de dangereux au départ. Mon ex minimisait tout ça. Il n'était pas vraiment convaincu par les histoires de fantômes ou de démons, contrairement à moi, du moins pas encore. Puis les choses vraiment bizarres ont commencé environ 6 à 8 mois après notre emménagement. Nous avions un chaton que j'avais acheté en secret, car il détestait les chats. Curieusement, il a fini par adorer ce petit chaton de 1,5 kg. C'est un détail important pour la suite. Mon ex refusait de laisser le chaton dormir avec nous parce qu'il mordait nos pieds en jouant. J'avais donc installé un espace pour lui dans le salon avec un lit, un arbre à chat et des jouets. Mais bientôt, il a commencé à se jeter contre notre porte de chambre pour qu'on le laisse entrer. Clairement, quelque chose dans cette maison le tourmentait. Mon ex, lui, rejetait tout ça sur le compte du comportement exubérant du chaton. Quelques mois plus tard, je suis retourné à l'école pour étudier à l'Aveda Institute, à 10 minutes de chez nous. Un matin, pendant que je me préparais, j'entendais mon ex parler tout seul. En entrant dans la chambre, je l'ai trouvé confus. Il pensait que j'avais été dans la pièce parce que quelqu'un l'avait réveillé en lui massant les épaules. Ce n'était ni moi, ni le chat. Un soir, avant de commencer ma formation pratique en esthétique, quelque chose de terrifiant s'est produit. Nous nous sommes couchés vers 22h, et j'ai eu des cauchemars horribles où je me faisais poursuivre par un homme avec un couteau de boucher. Je me suis réveillé en entendant mon ex crier. Il faisait le même rêve que moi, criant « Arrête, arrête ». Nous étions tous les deux choqués. Nous avons discuté un peu, puis avons essayé de nous rendormir avant 1h du matin. Ce qui s'est passé ensuite est encore plus déroutant. Nous sommes finalement parvenus à nous rendormir, mais j'ai été physiquement attaqué au visage. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir senti quelque chose de brûlant sur ma paupière inférieure, comme une allumette, et d'avoir vu une lumière éclatante, bien que mes yeux soient fermés. J'ai crié et réveillé mon ex. Il était exactement 3h du matin. J'avais une énorme marque sur la paupière inférieure. Mon ex a finalement admis qu'il commençait à croire qu'il se passait vraiment quelque chose de grave dans cette maison. J'ai traité ma brûlure, prié l'archange Saint-Michel, même si je ne suis pas religieuse, je crois au pouvoir des mots. Le lendemain, à l'institut, ma partenaire de pratique a vu la brûlure et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai menti en disant que c'était une brûlure de cigarette. C'était bien trop bizarre pour en parler. Peu après cet incident, mon ex et moi avons commencé à discuter de déménager. Nous étions dans la chambre pendant cette conversation. J'avais une commode avec 2 grands miroirs, sur lesquels je rangeais des parfums. En tout, environ 40 bouteilles. Ce n'est pas inhabituel pour moi, j'adore les parfums. Mais ce qu'il était,
c'est ce qui s'est produit ensuite, alors que nous parlions de cet esprit perturbateur, les 2 plateaux de parfum ont littéralement été projetés du meuble. Comme si une force invisible avait tendu un long bras pour tout balayer. À ce moment-là, mon ex a enfin complètement cru. C'était impossible à nier. Nous avons déménagé peu de temps après. Cette maison était maléfique. D'autres choses sont arrivées là-bas, mais je reste à la fois sceptique et croyante. Il le faut. Je précise aussi que nous ne prenions pas de drogue. Lui ne buvait pas, et moi seulement de façon occasionnelle le week-end. Avec les années, j'ai acquis une meilleure compréhension du paranormal et je pense que beaucoup de ces entités sont de véritables parasites énergétiques. Mais je tiens à dire que l'humanité est bien plus forte qu'elle ne le pense. Il y a environ 30 ans, un événement m'a fait découvrir qu'une entité était attachée à moi. Je l'appelais le sans-visage, mais tout le monde l'appelait simplement mon ami. Il était toujours protecteur envers moi. Envers les autres, il pouvait être tantôt protecteur, tantôt antagoniste, mais généralement il restait neutre. Je pouvais toujours le sentir si j'essayais de me concentrer. À un moment donné, il est devenu tellement antagoniste envers l'une de mes colocataires que j'ai contacté un groupe local d'enquêteurs paranormaux. Au pire de la situation, il l'a pourchassé à travers la maison jusque dans sa chambre et a ri d'un rire qui ressemblait au mien de l'autre côté de la porte après qu'elle l'ait claqué. Il a poussé l'épaule d'une autre personne, a piqué dans le dos d'une autre, et faisait parfois tomber des objets dans un placard fermé. J'ai rencontré un couple, une femme qui concevait des planches de spiritisme, et une autre femme dont je ne me souviens plus très bien. Je leur ai raconté toute l'histoire à propos du sans-visage, comment il était entré dans ma vie et ce qui se passait à ce moment-là. Après la réunion, le mari m'a suivi jusqu'à mon vélo pour me donner ses idées personnelles sur la situation, ce que j'ai trouvé plutôt cool. Il devait ensuite rencontrer ma colocataire pour obtenir son point de vue, mais je ne sais pas si elle ou eux ont suivi le plan, car je n'ai jamais eu de nouvelles d'eux. Je ne peux pas dire exactement quand cela s'est produit, mais à un moment donné, j'ai perdu cette connexion avec lui. Je ne pouvais plus le sentir. Je peux affirmer que lorsque j'ai remarqué son absence, c'est là que le vide a commencé. Je n'ai jamais ressenti d'affinité particulière avec le spirituel ou le paranormal, et pour être honnête, je me sens un peu bête de le dire. J'ai toujours été un sceptique, avec un peu d'espoir que ce soit vrai. Cependant, il semblait que les choses paranormales étaient amplifiées quand j'étais là. Les planches de Ouija fonctionnaient mieux quand j'étais dans la pièce, les cartes de tarot faisaient des choses que je ne comprenais pas, et les gens dotés de la vue voyaient plus clairement ou percevaient des choses inhabituelles en ma présence. C'était étrange, mais j'avais fini par le prendre pour acquis. Depuis que je ne sens plus le sans-visage, c'est tout le contraire. L'événement qui m'a vraiment ouvert les yeux a eu lieu lors d'une visite guidée de fantômes, réputée pour ses succès. À cause de moi, j'ai eu l'impression que 12 personnes avaient gaspillé leur argent. Il n'y a eu aucune activité paranormale, ce qui était extrêmement inhabituel pour cette visite. Je pouvais voir que le guide était perplexe, et il a même offert à tout le monde un autre tour à prix réduit. Il a tenté un dernier arrêt, dans un endroit qui ne fait habituellement pas partie de la visite, visiblement désespéré. Comme expérience personnelle, je me suis éloigné du groupe à un moment donné, et lorsque je suis revenu, ils ont tous raconté avoir ressenti diverses manifestations là où je n'étais pas présent. J'ai discuté avec le guide après et lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler de quelque chose de similaire, mais il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. J'ai essayé quelques autres petites expériences depuis, et les résultats ont été à peu près les mêmes. Un autre détail étrange est que je ne peux pas rentrer dans les boutiques de cristaux, du moins celles de la région de Sedona. Ma fille, qui aime beaucoup la sorcellerie, m'a emmené dans quelques magasins là-bas, mais presque immédiatement, je me suis senti étourdi et nauséeux. J'ai demandé à un des propriétaires de magasins, qui m'a suggéré de tenir quelque chose de brut et de ferreux, comme du minerai de fer brut ou un minéral similaire. Ça aide un peu, mais je suis toujours très mal à l'aise, comme si la nausée flottait autour de moi sans vraiment me toucher. Pour être honnête, je me sens un peu idiot d'en parler, mais mon ami me manque et je ne connais pas grand-chose au paranormal ou au spirituel pour faire quoi que ce soit à ce sujet. J'espère juste que quelqu'un pourra m'aider à comprendre si j'ai raison en pensant que je crée ce vide spirituel autour de moi, ou si c'est autre chose. J'aimerais vraiment savoir comment reconnecter avec le sans-visage, mais quelque chose me dit que ce n'est plus possible. Peut-être que c'est juste ma peur qui parle.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.